notre correspondante à Pékin nous attend sur place. La météo et les pluies, ces nouvelles pluies attendues dans le pays les prochaines heures, inquiétude dans les villes déjà inondées, nous serons à Touba. Le Grand Magal, c'est dans un mois exactement, menace de pénurie de sucre sur le marché, alerte de l'UNACOIS ISL. L'actualité politique, Oumar Sarr ira-t-il à Diomaye président? Le maire de Dagana, accusé de vouloir rallier la coalition présidentielle. Pastef lui barre déjà la route. Et puis l'appel de Mamoudou Ibra Kane à Amadouba, le leader de Demain c'est maintenant, demande au chef de l'opposition de sortir de son silence. Le grand journal sur RFM, l'Ouganda, la Côte d'Ivoire, les États-Unis au menu du journal international de Boubacar Dieng. Les sports, rendez-vous avec Malal Junior Diagne. Nous sommes à 3 jours de l'ouverture des Jeux de Paris, les JO 2024. Et puis dans la rubrique Point de vue, le débat du jour, la protection des enfants prétexte le nouveau drame de Thiaroye-sur-Mer. C'est le grand journal. Bienvenue. Bonjour à tous. Thiaroye-sur-Mer s'est réveillé encore ce matin avec un nouveau drame. Le mois dernier, souvenez-vous, 2 enfants sont morts d'une intoxication au gaz carbonique. En février, ce sont 2 fillettes, des sœurs, qui avaient été victimes d'une intoxication alimentaire. Et ce matin, 3 enfants d'une même famille disparus depuis 24 heures ont été retrouvés morts dans un véhicule en panne. Comment ont-ils perdu la vie? Question sur toutes les lèvres. Le reportage à Thiaroye-sur-Mer de Salamata Ousmane Diallo. Un silence cathédral ici au quartier Santhiaba, le périmètre du drame encerclé par les sapeurs-pompiers et la gendarmerie. Quelques minutes plus tard, vers 9h10, les 3 corps de Maïmouna Niang, Baye Daoud Diop et Mamadou Mar, âgés respectivement de 4 ans et 5 ans, couverts de toiles de couleur bleue et noire, et posés à bord de l'ambulance. Directement chez la famille du défunt, tristesse et consternation se lisent sur les visages des va-et-vient des voisins qui viennent manifester leur compassion. Malgré la douleur, la maman de la petite Maïmouna Niang dit s'en remettre à Dieu. Vers midi. kañ nga gis Maïmouna. Vers midi. Vers midi. D'accord. Fan la demoon. Seen kër bàjjo. dafa demoon yóbbu añ dégg na. waaw boole dem dem yóbbu. léegi après ngeen leen doon wër. waaw depuis démb ñu leen doon ba ci guddi gi ba tey si suba nii. buñ leen xibaaree affaire bi noo ko jëlee noo ko yëgee. metti na trop sax. metti na trop. bàyyi def si loxo yàlla. Les 3 corps de Maïmouna Niang, Baye Daoud Diop et Mamadou Mar, qui sont des cousins et cousines de la même famille, sont acheminés à l'hôpital de Thiaroye pour des besoins de l'autopsie. Salamatou Ousmane Diallo, Thiaroye-sur-Mer, Radio Futur Média. Midi 3, cette alerte sur la disponibilité du sucre au prochain Magal de Touba, prévu dans un mois exactement. Une pénurie qui guette le pays, c'est parce que les stocks de la compagnie sucrière sénégalaise sont épuisés et les autorisations d'importation ne sont pas encore délivrées. C'est l'alerte de Cheikhou Cissé. Il est le président de l'organisation commerçante UNACOIS ISL. Il y a quelques jours, nous avions sonné l'alerte. Nous avions alerté sur les risques de pénurie de sucre au Sénégal. On le sait, à chaque fois qu'on arrive à cette période-là, il faut ouvrir le marché du sucre pour pouvoir faire face au déficit des capacités de production de la compagnie sucrière sénégalaise. Comme on le sait, il faut ouvrir le marché pour pouvoir faire face, ce qui n'est pas encore fait jusque-là. Alors, je pense qu'il faut le faire très rapidement. Sinon, pénurie va s'installer durant la période de Magal, même durant la période de Gamou. Nous avions alerté. Je pense qu'il faut que les autorités compétentes, le ministère du Commerce bien sûr, puissent donner ces autorisations aux commerçants pouvoir importer ce sucre. Ces commerçants sont connus et ils ont pignon sur rue, ils sont dans la base de données du ministère. Je pense qu'il faut agir vite. Sinon, je vous dis, dans les tout prochains jours, on va vers la pénurie du sucre, ce qui n'est pas du tout bien pour les nouvelles autorités qui viennent de s'installer.
Vigilance orage. Les services météo du Sénégal alertent sur la journée de demain. On vous en parle depuis hier. Un mercredi pluvieux partout dans le pays, des pluies qui arrivent déjà cet après-midi dans le sud et qui vont progresser vers le centre avant d'arriver dans l'ouest la nuit prochaine. L'annonce de ces fortes pluies inquiète des quartiers déjà inondés à Touba. Pambay Diaw. Mamor Aw, habitant du quartier Nyaripene, et ses voisins pataugent dans les eaux pluviales. Depuis l'annonce de nouvelles pluies dans les prochaines heures, ce jeune est désemparé face à une situation qui ne fait qu'empirer. Chaque goutte de pluie qui tombe, c'est une nouvelle catastrophe pour nous. Les rues sont devenues impraticables et nos maisons sont envahies par l'eau. C'est le même constat à Giranen, selon Cheikh Ndiaye Kamal, avec de nouvelles pluies. Tous les habitants du quartier risquent de sortir encore de leur maison. Depuis l'annonce de fortes pluies dans les prochaines heures, nous sommes très inquiets. Nos maisons sont déjà submergées par les eaux de pluie. S'il pleut encore, on va vivre l'enfer. Trouvé devant son magasin, Ousmane Ndiaye se dit très inquiet des inondations. Je suis très inquiet. Les dégâts sont considérables et nous avons besoin de solutions durables. Les habitants des quartiers inondés de Touba vivent dans la peur constante des prochaines pluies. Ils demandent encore de l'aide aux autorités étatiques et religieuses. RFM Touba, Pape Mbaye Diaw. Un Rufisque, l'assainissement via le Palme. Programme d'assainissement liquide municipal. Les travaux ont démarré, ça doit coûter près de 6,5 milliards de francs CFA, grosse enveloppe. C'est pour cette raison, sans doute, que ces opérations d'assainissement ne concernent pas encore toute la ville. Abdou Diouf Diagne. Abdou Diouf Diagne, notre correspondant à Rufisque. La réalisation de l'exutoire du canal Est fait partie des premiers chantiers du programme d'assainissement liquide municipal Palme. Une manière de soulager les populations des quartiers comme Mérina et Kerikaou. Depuis l'arrêt des travaux de ce canal, elles vivent le calvaire à chaque saison des pluies. La ville, par ses moyens, par ses ressources propres, a cherché une entreprise pour travailler sur l'exutoire. Parce que la buse qui est là-bas, tout le monde le sait, n'est pas opérationnelle. Donc nous avons refaire l'exutoire, reprendre les parois pour convoyer les eaux vers l'exutoire. Ça, on est dans du drainage. Un peu plus loin, à Roukotegu, dans la commune de Rufisque Nord, ici, malgré leurs faibles moyens, les habitants tentent de prendre en charge leur assainissement. La mairie qui encourage ce genre d'initiative annonce son soutien. Donc c'était essentiel que la ville prenne sur ses moyens pour reprendre cette conduite de Roukotegu. Je pense que c'est quoi? C'est au total 600 mètres linéaires, dont 380 et quelques sur la conduite principale, mais ils ont prévu aussi 2 autres antennes. Ce n'est pas tout, le canal des cités Capec fera aussi pour Neuve. Vous avez vu, grande longueur des parois étaient affaissées. Dans le cas du démarrage, nous allons reprendre le linéaire qui est affaissé. Mais les populations aussi, elles ont eu reçu l'aide d'un programme de l'État qui les a fait réaliser en amont une extension avec un fil 315 sur 300 et quelques mètres. Le plaidoyer constitue un volet important dans ce programme d'assainissement liquide municipal. Le maire déplore l'inactivité du programme des 10 villes à Rufisque ou Marsissé. Ça concerne 10 villes, mais dans plusieurs villes, c'est terminé. Chez nous, ce n'est pas le cas. Vous allez sur Tcholen, ils vont dire qu'ils ont même payé 36 000 de raccordement, ils n'ont rien vu. Le réseau qui est à Cité Millionnaire n'est pas encore accordé. Donc il y a un problème sur ce programme d'assainissement des 10 villes. D'autres quartiers de la ville vont aussi bénéficier de ce programme. RFM Rufisque. Les opérations de désencombrement font toujours parler. Nous allons à Kermessar. Les artisans de ce département de la région de Dakar dénoncent l'absence d'un site pour les recaser après avoir été déguerpis de leurs anciens lieux de travail. Ils veulent tout simplement un village artisanal. Aminata Ba. L'absence de sites ou d'infrastructures dédiées au secteur de l'artisanat est l'une des complaintes majeures des artisans du département de Kermessar. À cela s'ajoutent les déguerpissements qu'ils subissent. Daoud Ning, président du comité scientifique de la foire. Premièrement, le problème d'espace. Nous avons besoin des espaces, ça fait partie des priorités. En même temps aussi les déguerpissements. À chaque instant, on nous déguerpit, surtout les mécaniciens. C'est ça le problème majeur qui gangrène notre activité. À chaque fois, on rencontre des déguerpissements. Si on nous donnait des
place à s'installer. Vraiment, on aurait évité ces déguerpissements. On voulait un grand centre d'activité, une zone d'activité artisanale. Si on n'a pas ce zone-là, toujours on va rencontrer des difficultés avec les maires. Le manque de ressources financières, un autre casse-tête des artisans du département de Keur Massar, et réclament des financements et des formations de la part de l'État du Sénégal. C'est le manque de financement. À chaque fois, on n'a pas confiance aux artisans, je ne sais pas pourquoi. Même les artisans demandent beaucoup de financement et les formations aussi. Il faut qu'on nous aide. Un département qui n'a aucune infrastructure. Depuis le 21 juillet, les artisans du département de Keur Massar ont initié une série d'activités, lesquelles vont durer jusqu'au 26 juillet. Après cet événement, les artisans vont remettre un cahier de doléances à leur ministre de tutelle, Aminata Ba Keur Massar, Radio Futurs Médias. Il est midi 10, merci d'écouter le grand journal sur RFM. RFM, la radio de toute l'actualité. La CNO dans la tourmente, les syndicalistes comptent saisir l'inspection générale du travail et les juridictions compétentes après la proposition de la commission de discipline de l'entreprise qui demande le licenciement du secrétaire général d'un syndicat. Il s'appelle Omar Ba. Ce syndicaliste ou ces syndicalistes dénoncent une mauvaise gestion qui a provoqué une perte de 15 milliards de francs CFA pour CNO, disent-ils. Omar Ba lui-même au micro de Koumba Sandiane Faye lors de leur manifestation de ce matin. Moi, secrétaire général du syndicat majoritaire dans cette entreprise, j'ai été encore une fois convoqué en conseil de discipline. Conseil de discipline arbitraire, tout simplement parce que nous défendons les travailleurs sur nos actions syndicales. Et pour cela, ils ont prononcé une proposition de licenciement. Donc cela ne nous surprend guère parce que la direction générale de CNO est dans une dynamique de persécution des syndicats et des représentants des travailleurs dans cette entreprise. Parce que depuis l'arrivée de la CNO, les avantages des travailleurs sont en train d'être diminués, en train d'être piétinés et grignotés au point que tous les travailleurs sont dans un mécontentement généralisé et ne se retrouvent pas dans la gestion de cette entreprise. Actuellement, nous en sommes au port de Brassard-Rouge et s'il confirme cette décision de licenciement, nous allons l'attaquer au niveau de l'inspection régionale du travail et du tribunal du travail. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Nous allons aussi faire notre plaidoirie et lui exposer les problèmes que sont confrontés cette entreprise-là. Un sérieux problème de gestion dû à des incompétents actuels qui gèrent cette entreprise et qui le mènent à la perte. Actuellement, ils ont annoncé plus de 15 milliards de pertes et ils vont continuer dans cette lancée si on ne les freine pas. Personne ne se retrouve dans cette gestion-là, ni le personnel, ni les clients même de CNO ne sont satisfaits de cette entreprise, comment elle est gérée, et nous appelons à ce que l'État prenne ses responsabilités pour mettre un terme à cette mauvaise gestion. Remue-ménage aussi au CNAO, le Centre national d'appareillage orthopédique. Les salariés et le directeur de la structure ne parlent plus le même langage. Les travailleurs exigent de la direction la satisfaction de leurs points de revendication, les différents points. Ils dénoncent aussi des recrutements qu'ils disent abusifs. Les cotisations sociales ne sont plus à l'ordre du jour, d'après les membres de la sous-section Sud-SAS du CNAO. Et là, j'y gagne, il est le patron de cette section syndicale. Il s'entretient avec Fama John. Il se passe au sein de notre service des choses extraordinaires. On a introduit un préavis de grève avec une plateforme de revendicative de 18 points. Le directeur nous a reçus pour aller brièvement, mais aucun point n'a été satisfait. Il a répondu, mais aucun point n'a été satisfait parce qu'il faisait diversion tout simplement. Maintenant, après, on a pris les réponses du directeur. On a demandé une rencontre avec le conseil d'administration qui a balayé du revers de la main tout ce que le directeur a dit. Par exemple, il a procédé à un recrutement abusif. Il y a une journaliste qu'il a recrutée ici. Nous comptons mettre la lumière sur ça. Qu'est-ce que l'inspection de travail va dire cela? Il a fait des recrutements tout azimut, les prestataires, un nombre exorbitant. Et tout ça, il y a de ses proches qu'il a amené ici. Il a dit qu'il a fait des remplacements. Les motivations tardent à se faire. Pour la première fois de l'histoire, le Sénat contracte des arriérés de paiement de motivation. On reste 2 mois sans percevoir notre paiement de motivation. Imaginez, depuis 2021, le Sénat n'a pas payé l'IPRES et la Caisse de sécurité sociale. L'IPRES a envoyé une lettre au Sénat disant que le Sénat les doit 100 millions. Imaginez, depuis 2021, on coupe l'argent à la source. Et s'il part en retraite, il ne va rien trouver. On lui coupe à la source depuis 2021 et le Sénat n'a rien versé. Les salariés du Centre national d'appareillage orthopédique en conférence de presse ce matin. Ils détestent
terre la hache de guerre. Les anciens militaires invalides se rappellent au bon souvenir des nouvelles autorités sénégalaises. Ils réclament le reliquat des pensions mixtes et des indemnités spéciales octroyées par l'ancien président de la République Macky Sall. Ces anciens militaires invalides vont organiser une marche la semaine prochaine. Décision annoncée lors de leur conférence de presse de tout à l'heure. Koutalaï Fall, le président de l'Association nationale des anciens militaires invalides, avec El Hadj Ndiogou Diène. L'ancien président Macky Sall avait installé une commission ad hoc chargée de réfléchir sur les problèmes des invalides. On avait cité 4 points. Le premier point, c'était d'indemniser les militaires invalides à hauteur de 5 millions à 2 millions suivant leur infirmité. Jusqu'à présent, 137 personnes n'ont rien perçu. Ils ont dit qu'il y a un problème avec la trésorerie. La semaine suivante, le mardi prochain, le 30, on va faire une marche. On a déposé une marche au préfet, mais après, il y a de cela 2 ou 3 mois, on a fait 2 ou 3 demandes. Toutes ces demandes ont été refusées. Cette demande, on va le déposer. S'il l'autorise, on va sortir. Inch'Allah, s'il ne l'autorise pas aussi, on va sortir. On va le tenir le 30 de la place millénaire à la RTS. Parce qu'on a écrit des correspondances à nos autorités, au président de la République, au ministre des Forces armées, au ministre des Finances, mais jusqu'à présent, on n'a reçu aucun retour. RFM, l'actualité politique. Oumar Sarr, ancien du PDS, patron du parti PLS et ancien de Benno Bokk Yakaar, ou toujours de Benno Bokk Yakaar, en tout cas ministre des Mines et de la Géologie sous Macky Sall, accusé de vouloir rallier la coalition Diomaye président du département de Dagana. Les militants de PASTEF disent non à une éventuelle transhumance du maire de Dagana. Selon eux, il est en train de remobiliser ses troupes à cet effet. La correspondance de Mamadou Diagne. Cette trahison de la parole donnée, elle est symptomatique de cette frange de politiciens. Frustré par le comportement du maire de Dagana, Oumar Sarr, qui, au lendemain de la défaite de Benno Bokk Yakaar, avait déclaré avoir laissé la politique. Quelques mois plus tard, l'ancien ministre des Mines et de la Géologie s'est dédié en mobilisant ses troupes durant ce week-end. Une attitude qui ne surprend pas Assane Diop et Al-Bachir Diagne, tous deux responsables de PASTEF. Oumar Sarr est un homme politique versatile. Nous voulons lui dire que c'est terminé, car les populations ont décidé de lui tourner le dos. Oumar Sarr est encore en train de donner des audiences pour préparer un éventuel ralliement, puisque c'est tout ce qu'il a su faire. Maire depuis 1996, ses responsables de Dagana sifflent la fin de la récréation tout en interpellant la population daganoise. Nous voulons dire à Oumar Sarr que nous n'avons pas peur de lui, parce que nous avons appris à connaître l'homme. Parce qu'avec lui, pendant presque 25 ans, les populations de Dagana n'ont eu absolument rien en termes d'investissement. Donc s'il revient aujourd'hui pour continuer sa politique de manipulation et de tromperie, nous lui disons arrêtez. Nous voudrions attirer l'attention des jeunes, des populations, que la durée de vie des gestionnaires de son genre est terminée. Ces responsables de PASTEF interpellent la coalition Diomaye président à appuyer les jeunes de Dagana pour mettre fin à ces tentatives du maire de Dagana, Oumar Sarr. Mamadou Diagne, Dagana, Radio Futur. Et notre correspondant a contacté Oumar Sarr qui promet de répondre prochainement. L'actualité politique toujours, on vous l'a dit, en titre, en vue des prochaines législatives, Amadou Ba doit se déterminer pour ne pas se faire surprendre. C'est l'appel de Mamoudou Ibra Kane à l'ex-candidat de Benno Bokk Yakaar, candidat à l'élection présidentielle de février mars 2024. Candidat malheureux, arrivé deuxième à la présidentielle, leader de l'opposition, selon Mamoudou Ibra Kane, de demain, c'est maintenant. Il dit qu'Amadou Ba doit sortir de son silence. Vous l'entendrez dans le journal, le grand journal en Wolof de 13h. Mamoudou Ibra Kane était l'invité d'RFM Matin aujourd'hui. RFM. L'actualité internationale. Un journal international présenté par Boubacar Dieng. Bonjour. Bonjour Babacar, bonjour à tous. Au moins 146 morts dans des coulées de boue en Éthiopie. Ces coulées de boue qui ont causé la mort d'une centaine de personnes sont survenues dans une région isolée du sud de l'Éthiopie, une région frappée par de fortes précipitations. Et ce bilan pourrait encore être plus dramatique. Suivons ces précisions de Solotiam.
Ce bilan provisoire pourrait s'alourdir selon les autorités locales. Les secours parviennent difficilement à prendre en charge les victimes du district de Gézé-Gofa, une zone rurale isolée et vallonnée située à plus de 450 km de la capitale éthiopienne Addis Abeba. La majorité des décès ont eu lieu le lundi matin lorsque de nouvelles coulées de boue ont enseveli les habitants alors que les secouristes étaient encore à la recherche de survivants d'un précédent glissement de terrain survenu la veille. 5 personnes ont pu être extraites vivantes de la boue. Selon Dakmawi Ayele, un administrateur local, il y a des enfants qui serrent des cadavres dans leurs bras, ayant perdu toute leur famille, y compris leurs parents et leurs frères et sœurs. Les glissements de terrain sont malheureusement fréquents en Éthiopie pendant la saison des pluies qui a débuté en juillet et devrait se poursuivre jusqu'à la mi-septembre. Nous y restons en Afrique de l'Est, plus précisément en Ouganda. Des députés manifestent aujourd'hui contre la corruption, une manifestation interdite par les autorités qui parlent de risque de chaos. 3 parlementaires ont même été arrêtés hier par la police. Ils font partie de la plateforme d'unité nationale. Le président ougandais a mis en garde les manifestants lors d'un discours à la nation samedi dernier. Et selon Yoweri Museveni, ces manifestants jouent avec le feu Babakar. L'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire, le PPACI de Laurent Gbagbo réitère son appel à l'union de l'opposition. Mes bras sont ouverts, avait déclaré Laurent Gbagbo dimanche 14 juillet 2024 à Benoît en guise d'appel à l'opposition ivoirienne pour une union face au RHDP d'Alassane Ouattara. Lundi à Abidjan, en marge d'une conférence de presse, le président exécutif du Parti du peuple africain de Côte d'Ivoire, PPACI, Sébastien Dano Djedje, a tenté d'expliquer l'appel de Benoît Gobia Yabi. Le fameux appel de Benoît de Laurent Gbagbo ne semble pas avoir trouvé un écho favorable auprès de l'opposition ivoirienne. Le président exécutif du PPACI a essayé tant bien que mal de clarifier cet appel et surtout à qui il est destiné. L'appel s'adresse à Haïti. Le président Laurent Gbagbo n'appelle pas la gauche seulement. Il n'appelle pas uniquement les progressistes à venir à lui, mais il appelle le peuple de Côte d'Ivoire, de tout bord, tous ceux et tous celles qui partagent les aspirations des cultures du peuple ivoirien et africain. L'appel de Benoît, aussi solennel qu'il paraît, est un appel de la volonté que le président Laurent Gbagbo n'a de cesse d'exprimer depuis son retour de déportation. Cette fois-ci, il a pris soin de préciser les contours de son appel. Quant au destinataire, il précise que son appel s'adresse à toutes les personnes de bonne foi qui veulent mener avec lui ce combat loyalement et sans éducature personnelle. Du côté du MGC de Simone-Olivier Gbagbo, pas de réaction à cet appel. Quant à Charles Bégoudé, il a préféré faire dans les proverbes, comme à l'accoutumée, en déclarant, je cite, « La vague d'eau qui vient bouleverser la vie sur la rive se forme loin en mer. » Fin de citation. Pascal Affi-N'Guessan se prépare pour la convention de son parti, le FPI, le 9 novembre prochain, qui verra la désignation de son candidat au présidentiel 2025. Gobia Yabi, Abidjan, RFM. Et en Sierra Leone, un ancien garde du corps de l'ex-président Ernest Bailly Koroma du nom de Amadou Koïta Makalo a été condamné à 182 ans de prison. Il est accusé d'être l'un des organisateurs de la tentative de coup d'État du 26 novembre dernier. 10 autres personnes ont également été reconnues coupables de trahison, de meurtre dans cette affaire. La campagne pour la présidentielle américaine, la candidate démocrate Kamala Harris, on va voir si la convention des démocrates va l'investir. Elle a déjà essuyé des propos racistes et sexistes du parti républicain d'un certain Donald Trump. Effectivement, lors de son premier meeting dans l'Ohio, le colistier de Donald Trump s'en est pris au patriotisme de Kamala Harris. Et J.D. Vance juge sa rivale démocratique pas assez reconnaissante avec l'Amérique. Et sur les podcasts conservateurs qui sont très écoutés, les animateurs n'hésitent pas à s'en prendre à la vie intime de Kamala Harris en remontant même dans son passé jusqu'aux années 90.
Une rhétorique d'ailleurs au relent raciste et sexiste à laquelle la première femme noire vice-présidente des États-Unis est habituée depuis le début de sa carrière. Et Kamala Harris qui contre-attaque et promet de battre Donald Trump pour l'élection de novembre. L'actuelle vice-présidente américaine compare le candidat républicain de 78 ans à un prédateur et un escroc. Le journal international de Boubacar Dieng, merci. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Les drames qui frappent les enfants au Sénégal. Le sujet de point de vue, nous serons avec Awa Tounkara Cissé, président de la commission droit de l'enfant à l'AJS, l'association des juristes sénégalaises, mais également avec Nyorobaye Diouf, ancien directeur de la promotion des droits de la protection des enfants. RFM Sport. Le journal des sports, Malal Junior Diagne. Bonjour Malal. Bonjour Boubacar. Le foot mercato avec la situation de Lamine Camara et d'Ismaïla Sarr. Lamine Camara relégué avec son club Metz en deuxième division, Ismaïla Sarr en bisbille avec l'équipe de Marseille. Quelle solution pour ces deux internationaux sénégalais pour un bien meilleur avenir la saison prochaine? Réponse de Babacar Ndofey, journaliste sportif à BBC. Je pense que pour Ismaïla Sarr, ce n'est qu'une question de jour, puisqu'il a déjà un accord avec Crystal Palace d'un côté et d'un autre, même si Marseille veut s'en tirer avec un bon chèque, on parle autour de 15-16 millions d'euros. La volonté, elle est là de libérer le joueur, donc ça ne devrait pas tarder à se matérialiser. Et ça peut être un bon move pour Ismaïla Sarr, puisqu'il connaît déjà le championnat anglais, il y a brillé par moments, avec Watford notamment, et le passage à l'Olympique de Marseille s'est mal passé, c'est vrai, mais c'était aussi un problème collectif, un problème de stabilité du club marseillais. Mais Ismaël est aussi à un âge où il doit vraiment franchir un palier avec tous les espoirs qui ont été placés en lui depuis ses débuts. Maintenant, c'est à lui de saisir cette opportunité qui arrive pour enfin se déployer. Et concernant Lamine Camara, je pense qu'il est plus jeune, il a encore plus de marge. Metz ne lui offrait pas le cadre adéquat par rapport à son talent, mais c'est un club familial qui lui aura au moins permis de réussir son intégration en Europe pour son premier contrat. Là, il doit maintenant trouver le choix idéal, car il sera certainement dans un cadre totalement différent, avec un club beaucoup plus exigeant, avec plus de concurrence et d'ambition. Ça peut être un couteau à double tranchant, et je pense que l'idéal serait que le choix se fasse rapidement pour lui permettre de rejoindre sa future nouvelle équipe et de prendre part à la préparation estivale, surtout de ne pas avoir de retard. On enchaîne avec le basket, la fédération sénégalaise de basketball qui prépare les finales des playoffs. Les deux finales qui vont se jouer le même jour chez les garçons et chez les filles. Occasion également pour définir comment la suite de ces équipes vainqueurs de ces coupes nationales vont se comporter sur le plan continental. À noter que Ali Fall, quatrième vice-président de la fédération sénégalaise de basketball, s'est prononcé sur un peu la méthode qui sera organisée, qui sera utilisée plutôt par la fédération pour bien définir cela. Ali Fall avec Solotchap. Le bureau fédéral à travers ses membres et les membres du comité directeur, sous la houlette du président Babacar Ndiaye, qui nous a donné des consignes d'organiser une grande fête concernant les deux finales des championnats hommes et dames. Ces deux finales qui vont se jouer le samedi 27 juillet 2024 au stade Marius Ndiaye. Comme vous le savez sans doute, le vainqueur homme sera directement qualifié à la boule. Et probablement le vainqueur de la finale dame jouera le championnat d'Afrique des clubs, ainsi que le bureau fédéral et les membres du comité directeur sous la houlette de notre président sont en train d'abattre un excellent travail pour bien préparer ces deux finales sous l'aspect sécuritaire et sous l'aspect animation et sous l'aspect folklore, et en laissant le soin aux deux équipes de nous régaler sur le plan sportif. Coupe du Sénégal également, on poursuit les demi-finales cet après-midi chez les dames. AS Ville de Dakar contre Bopp. Chez les hommes, Duc joue contre l'AS Douane. Le rugby maintenant avec l'équipe nationale féminine du Sénégal qui prépare bien la Coupe d'Afrique. La Coupe d'Afrique prévue du 24 octobre au 4 novembre à Tunis. L'équipe nationale était en regroupement fermé. La première partie terminée. Le sélectionneur Elhadji Oumar Cissé tire les bilans de ces jours de préparation et de regroupement. On vient de terminer notre premier stage de préparation pour les championnats d'Afrique ici à Bel Air.
et que ce stage nous a été vraiment bénéfique parce qu'on a eu à apprendre beaucoup de choses durant ces 8 jours, surtout sur les phases de conquête, à savoir la touche, la mêlée et les coups d'envoi. Même si tout n'est pas encore dans l'excellence, le temps, je pense que d'ici le temps qui nous reste, on y arrivera à 80-90% de nos attentes et que aussi les perspectives restent les mêmes, à savoir que l'objectif est de faire partie parmi les 8 meilleurs dans les 12 qui vont disputer le championnat d'ici le mois d'octobre. La suite est qu'on va continuer nos entraînements comme d'habitude en essayant de trouver nombre de fois possible des stages fermés comme celle-ci. Donc aussi pour dire qu'au fur et à mesure, on va réduire l'effectif pour pouvoir encore être beaucoup plus dans les attentes d'une compétition. Les Jeux Olympiques pour terminer avec le Sénégal qui va donc désigner son porte-drapeau. Une cérémonie sera organisée pour cela, pour également dire au revoir aux athlètes qui vont représenter le Sénégal à ces Jeux Olympiques qui démarrent vendredi en France à Paris. Et pour finir, nécrologie également, la Jeanne d'Arc de Dakar endeuillée avec la disparition de Henri Diop, joueur des années 50. Ces obsèques sont prévues samedi prochain à 9h à la cathédrale de Dakar. Merci Malal Junior Diagne, midi 30. La revue de presse de Mohamed Alemouba est à la une. Ces pertes d'emploi enregistrées au Sénégal en 2023. Les chiffres officiels du gouvernement. Bonjour. À la une, ces chiffres alarmants sur la perte d'emploi au Sénégal. Avec un taux de chômage tournant autour de 20% en 2023, il y a une difficulté à trouver particulièrement l'emploi pour les moins de 35 ans et cela représente les 2/3 de la population. Mais à cette préoccupation, note Le Quotidien, se joint désormais la perte d'emploi. Le journal a exploité le rapport annuel des statistiques du travail en 2023 et cette année-là, justement, relève le journal, les inspecteurs du travail et de la sécurité sociale ont fait état d'un nombre total de plus de 60 000 contrats de travail enregistrés, soit 15% de moins par rapport à l'année 2022. Parmi ces contrats, 50,79% de CDD, 31% de CDI, 6% constitués de stages non concluants, 5,29% constitués d'emplois saisonniers. Le journal relève que le cœur du marché bat au ralenti. Les statistiques du travail relèvent que 579 emplois ont été supprimés et 123 établissements fermés la même année. Les BTP, le commerce, la restauration, entre autres, les secteurs les plus touchés. Sud Quotidien indique que depuis lors, il y a de moins en moins de travail. Les inspecteurs du travail, justement, confient avoir visé 60 023 contrats l'année dernière, soit 15% de moins qu'en 2022. Walfadri relève que plus de 6 milliards de francs CFA ont été versés dans le cadre des ruptures de contrats à l'amiable. Commentaire de Sucré Salé, l'emploi au Sénégal, la préservation des emplois est un sérieux problème dans ce pays. Les statistiques du travail montrent qu'on crée autant d'établissements qu'on en perd dans ce pays. Il y a la réalité économique, l'environnement des affaires, le problème de gestion. L'État qui est toujours gourmand ne laisse aucune miette aux entreprises qui colmatent avant de finir par mettre la clé sous le paillasson. Chaque année, relève le confrère, le rituel des statistiques du travail nous le rappelle. Quelles mesures structurelles a-t-on mises en place pour inverser la courbe, se demande le confrère. C'est une bonne question, mais on cherche encore la réponse. Pour le moment, l'on cherche la réponse et cette alerte dont des grands défenseurs du projet, le tweet de Papa Lénian hier, alerte à Diomaye et Sonko, Bosby le jour le reprend et résume sa pensée. Le directeur général de la RTS préconise un langage franc avec les Sénégalais. Selon Papa Lénian, après les 100 premiers jours, les nouvelles autorités doivent dire la vérité au peuple et procéder à des changements. Juste 3 mois au pouvoir et on se rend compte que les choses les plus élémentaires sont en réalité des urgences à régler. L'unique solution est de dire la vérité au peuple et de procéder à des ruptures. Sinon, ce sera le retour de bâton, a-t-il posté sur X, ex-Twitter. On poste ce qui sonne comme un aveu si l'on en croit Bougane Gueye Dany de Gumsabop. Sur ça relève que cette sortie médiatique a été polémique. Beaucoup de patriotes n'ont pas compris ce qui ressemble à un début de lâchage. Tribune note qu'après ce tweet, Papalé a effectué une visite à Touba reçue par le Khalife général
général des Mourides. Selon Sourça, cette visite entre dans le cadre de la préparation du Magal de Touba. La couverture médiatique de ce grand rendez-vous par la RTS. Les Jakartamens qui font monter le ton à Dakar du fait des contrôles routiers systématiques, qu'ils assimilent à du harcèlement. Sourça a donné la parole à certains d'entre eux qui soupçonnent le nouveau régime de vouloir les dégager de la capitale. Le confrère donne la parole à ces jeunes qui sont dans la complainte. À la une du journal Bës Bi Le Jour, énorme dégâts sur les rails du tronçon Kaffrine-Tambacounda, du chemin à faire. Le journal note que le train devait siffler depuis décembre 2023. Il y a eu des retards dans le cadre du travail. Récemment, 36 milliards de francs CFA ont été injectés sur ce tronçon et ça attend toujours. Dans le journal Bës Bi Le Jour, on est mortellement heurté par la gendarmerie. Cela s'est passé à Médina Gounass. Eh bien, ces populations sont en colère. Elles interpellent les autorités. Les disciples de Thierno Amadou Tidiane Ba regrettent que ce soit le deuxième décès causé par les forces de défense et de sécurité et interpellent donc les autorités. Et puis sport pour boucler à la une du journaliste quotidien Mercato de Lyon, Lamine Camara et Ismaël Sarr en attente de Ismaël Sarr courtisé par Crystal Palace à Lamine Camara à Southampton en passant par Habib Diallo, Bouna Sarr et Mory Diaw. Les Lions sont prisés partout. Bouna Sarr en discussion avec l'Atlanta, Lamine Camara à Southampton, Mory Diaw approché par le FC Nantes. Bonne lecture à tous. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Le débat du jour porte sur la protection des enfants. Le prétexte, ce drame à Thiaroye-sur-Mer, en banlieue dakaroise. 3 enfants retrouvés morts dans la carcasse d'un véhicule. Ce matin, après avoir été portés disparus 24 heures. Avant cela, il y a eu d'autres drames dans ce Thiaroye-sur-Mer-là, en février, au mois de juin dernier. D'autres drames aussi qu'on peut ajouter à la liste et qui touchent les enfants. Awa Tounkara Cissé, présidente de la commission droits de l'enfant à l'association des juristes sénégalaises, est avec nous, tout comme Niokho Baye Diouf, ancien directeur de la promotion des droits et de la protection des enfants au ministère de la Famille. Bonjour madame, monsieur. Bonjour. Awa Tounkara, comment réagissez-vous d'abord en tant que mère de famille à ce drame de Thiaroye-sur-Mer ce matin? Je déplorer cette situation qui est assez émouvante et a vraiment choqué toute la communauté sénégalaise. Et Niokho Baye Diouf, vous avez dirigé la direction de la promotion des droits et de la protection des enfants au ministère de la Famille, la femme, l'ancienne appellation puisque ça a changé. C'est pas le premier du genre. On a cité le mois de février et juin 2024. Avant, il y en a eu beaucoup. En 2018, on se souvient de cette série d'assassinats d'enfants à Touba, à Mbao. Est-ce que c'est un phénomène normal, ça? Non, bien sûr. Comme vous avez dit, moi je voudrais d'abord m'indigner de cette situation et m'incliner devant la mémoire de ces pauvres gamins disparus. Et comme vous dites, c'est une situation qui est devenue récurrente. Donc inadmissible et inqualifiable. Nous ne pouvons pas comprendre au XXIe siècle que ce genre de situation se présente. Mais c'est tout simplement dû à une cause. C'est la responsabilité parentale qui est ici indexée. Parce que quand on parle de situation, surtout macabre comme celle-là, il faut situer les responsabilités. Et cela relève un peu de la négligence, une négligence qui devient endémique. Aujourd'hui, ça se passe dans certains quartiers où les parents sont confrontés à la promiscuité, à une famille nombreuse, ils sont confrontés à des problèmes de survie. On demande aux enfants de sortir dans la rue pour jouer, pour libérer les... Il n'y a plus d'espace de jeu pour les enfants maintenant. Tous les espaces ont été occupés. Et puis, il n'y a même pas de mécanisme d'encadrement. Dans le cadre de la stratégie nationale de protection de l'enfant, on avait des mécanismes locaux, comme les comités de quartier de protection de l'enfant, les comités d'arrondissement de protection de l'enfant. Et ces mécanismes-là Les messages ne passent pas, les nombreuses campagnes de sensibilisation. Non, ce sont les services d'encadrement aujourd'hui, vraiment qui ne jouent pas leur rôle. Quels sont ces services-là, Niokho Baye Diouf? Bon, c'est du sommet jusqu'à la base. C'est depuis le ministère, depuis les départements. Il y a les comités départementaux de protection de l'enfant qui n'ont pas de moyens du tout. Il y a le comité de quartier, certains sont installés, d'autres ne sont pas installés. Les formations ne se font pas. Il n'y a pas de sensibilisation.
Par exemple, le rôle d'un comité de quartier, c'est de regrouper quelques années des personnes qui sont dans le quartier et qui s'occupent, qui prennent attention à la situation des enfants dans ce quartier-là. Si les enfants n'ont pas de pièce d'état civil, par exemple, si les enfants ont des problèmes de risque, si par exemple il y a des passages où les enfants ne sont pas sécurisés, tout cela, c'est le comité de quartier qui devrait s'en saisir et essayer de sensibiliser les parents. On va demander à Awa, parce que ça c'est la responsabilité des pouvoirs publics, la responsabilité individuelle, la responsabilité des familles. Awa Tunkara Cissé, on a écouté un petit témoignage de la mère d'une des victimes tout à l'heure dans le journal. On avait envoyé les enfants chez leur badienne pour aller récupérer un bol. Ces enfants sont âgés entre 4 et 5 ans. Ça aussi, c'est un problème. C'est tout à fait, c'est un problème. Et c'est une question de responsabilité. Et quand il s'agit de l'enfant, tout le monde est concerné. Chacune et chacun est concerné. Vraiment, comme l'a dit Nyoroba, les responsabilités sont partagées. On se pose tellement de questions. Est-ce dû à la négligence, à l'absence de sécurité? Est-ce un acte criminel? Est-ce que même les conditions socio-économiques et environnementales aurait contribué à cette tragédie? On se pose tant de questions. Moi, je pense que il faut beaucoup de sensibilisation. Il faut former aussi les enfants, les parents. On parle de l'école des parents. Il faut des mesures de sécurité accrues. Il faut des actions préventives pour éviter que de telles tragédies se reproduisent parce qu'on en voit tout le temps. Mais moi, je voudrais juste insister sur les enfants. Les enfants concernent tout le monde, mais on doit aussi sensibiliser les enfants et les former. Mais justement, Awa Tunkara Cissé, excusez-moi, on a l'impression que le Sénégalais n'est pas sensible à la vulnérabilité de l'enfant. On va le répéter ici tous les jours, on voit des enfants traîner dans la rue à partir de 3 heures du matin, toute la journée, tous les jours, toute l'année. Personne ne fait rien. Il y a beaucoup qui sont sensibles, mais apparemment, quand on voit la situation des enfants dans la rue, on se dit que vraiment, est-ce que les Sénégalais tiennent vraiment à leurs enfants? Parce que vraiment, c'est une situation assez mitigée. Hein. On aime nos enfants, on le dit, peut-être on le clame, mais en fait, ce qu'on voit, on a qu'à parcourir les rues pour voir comment les enfants sont exposés à eux-mêmes. Donc, il faut leur apprendre à s'autoprotéger. Il faut une école pour les parents, il faut les former, il faut former tout le monde. La responsabilité de l'État sénégalais, Nyoroba Diouf, qui avait travaillé au ministère de la Famille sur ces sujets précis, des opérations de récupération des enfants de la rue, il y en a eu à l'appel, parfois effet d'annonce, parfois un peu, mais zéro résultat. Oui, parce que nous avons connu un vide institutionnel. Il y a tellement de changements dans ce ministère que finalement, il n'y a pas de continuité. Et sur un autre plan, la société est devenue impassible devant ces enfants-là. Imaginez votre situation. Vous rencontrez des enfants dans la rue, ils ne vous regardent pas comme un parent, mais comme juste un passant. Ils se permettent même de dire des insanités devant vous, des injures, ils se battent comme ça, et les gens les dépassent sans pourtant s'occuper d'eux. Donc vraiment, c'est tout un système d'éducation qu'il faudra revoir et de responsabilisation individuelle des parents et collective de la part de la communauté. Ah voilà, bien répété, c'est une responsabilité collective. Au premier niveau, les parents d'abord, ensuite la communauté, c'est le cercle restreint de la famille et des voisins, mais aussi de l'État. Et il faut aussi également que l'État puisse aller jusqu'à faire des sanctions. Parce qu'il ne s'agit pas de dire que mon enfant a été victime de telle chose, mais il faut invoquer la responsabilité du parent et procéder à des sanctions. Sinon, ce serait trop facile. Chaque fois, on voit des enfants perdre leur vie, mais une vie est tellement précieuse d'un enfant qui a l'avenir du pays. Et là, vous avez raison, Nyoroba Diouf. Un sujet comme ça qui arrive dans un pays sérieux, je donne l'exemple des pays européens, 3 enfants qui meurent dans ces conditions-là, ça va faire la une de tous les médias, de toutes les télévisions. Les médias sénégalais, eux, ils vont préférer parler politique, de sujets de moindre importance que de s'intéresser à ces choses graves, comme ce qui s'est passé à Thiaroye-sur-Mer ce matin. Mais je dis que finalement c'est devenu un fait divers, tellement c'est récurrent que maintenant peut-être ça n'aime personne, ça ne touche personne. Il faudrait que des gens également puissent peut-être se mettre autour de la table, se regarder les yeux dans les yeux et indexer aussi les responsabilités. Dans un quartier, vous voyez un parent qui a une famille nombreuse, les enfants traînent
à Bourg-Champ, à tout Bourg-Champ, personne n'en parle. Au moins, il y a l'imam qui est là qui peut jouer un rôle de sensibilisation. Il y a le délégué de quartier qui peut jouer un rôle de sensibilisation. Il y a maintenant les comités de quartier. Mais tout ça, c'est des mécanismes. Il faut amener le parent irresponsable. Ce n'est pas tous les parents quand même. Il y a des parents qui chérissent leurs enfants. Bien sûr. Mais vraiment, il y a une exception qui devient une règle maintenant. Certains parents démissionnent de l'éducation de nos enfants. Et ça, c'est vraiment déplorable. Alors, on va demander à Tounkara Cissé pour finir, en 30 secondes, quel est le message que vous avez envie de livrer aux mères de famille comme vous? Avoir un enfant de 2-3 ans, l'amener à l'école coranique, parfois c'est un raccourci, c'est juste pour fuir ses responsabilités, on va le dire trivialement. Qu'est-ce qu'il faut dire à ces mères, ces parents? Avoir un enfant, c'est une responsabilité. Une responsabilité, il faut l'assumer. Et parfois, il y a une certaine indifférence face au sort des enfants. Nous devons être plus responsables, être plus affectueux envers ces enfants. Moi, je pense que tout le monde il doit mettre un peu du sien, que ce soit les autorités, mais les parents avant tout, qui sont les premiers responsables de leurs enfants. Merci beaucoup, Awa Tounkara Cissé. Vous êtes la présidente de la commission droits de l'enfant à l'association des juristes sénégalaises, l'AJS, qui d'ailleurs prépare ses 40 ans d'existence, si je ne me trompe, c'est bien cela? 50 ans. 50 ans d'existence. Oui. Bravo à vous. Niroba Diouf, merci également à vous, ancien directeur de la promotion des droits et de la protection des enfants. On vous retrouve tous dans la grande édition d'information Wolf de 13h. Il est 12h45. Merci à Laï Diop et Maïssa à la régie, Aliou à la production, à Wambaï et Ndiogu Djen à la rédaction. Restez avec nous. Et le programme continue. Le grand journal en Wolof 13h, Fama John.